L'enveloppe est arrivée un mardi. Elle a été glissée sous la porte de la petite chambre d'Elelane Voss, une chambre qu'on lui avait attribuée dans l'aile et d'Ashford Park. Ce n'était pas vraiment une chambre, plutôt une ancienne lingerie reconvertie. Elle sentait encore le cèdre et la vieille lavande. Sa seule fenêtre donnait sur la cour de l'écurie, pas sur les jardins dont les autres femmes parlaient avec une si grande révérence. Elle était à Ashford Park depuis 11 jours, et en ces 11 jours, elle avait appris 3 choses avec certitude. Le duc d'Ashford était un homme qui comprenait le poids exact d'une insulte. Son intendante, Madame Doyle, exécutait ses insultes. Elle le faisait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait des années de pratique. Et la cuisine, la vieille cuisine, celle qu'on appelait la ruine. Elle était nichée derrière la laiterie, attachée à l'aile et comme un membre oublié. Elle n'avait pas servi depuis très longtemps. L'enveloppe contenait une seule carte. Elle était écrite de la main d'un clerc, et non de celle du duc lui-même. Cela lui indiquait le peu de sérieux avec lequel on la considérait. Mademoiselle Voss est chargée de la cuisine Est, avec effet immédiat. Elle devra gérer ses propres provisions. Toute demande de fonds doit être soumise par écrit à M. Hartley. Elle sera examinée à la discrétion du duc. Elle l'a lue 2 fois. Elle l'a pliée en suivant le pli existant. Puis elle l'a posée sur l'étroite étagère au-dessus du lit de camp qui lui servait de lit. Ensuite, elle est partie à la recherche de la cuisine. Cela lui a pris plus de temps que prévu. Personne ne lui a proposé de l'accompagner. Elle a arrêté un jeune valet dans le couloir pour lui demander son chemin. Il l'a regardé avec un mélange de pitié et de gêne. Puis, il lui a indiqué une porte basse au bout du corridor Est. Elle était à moitié cachée derrière un porte-manteau cassé, que personne n'avait pensé à déplacer. La porte était coincée. Elle a poussé avec l'épaule, et la porte a cédé. Elle a émis un son qui ressemblait à une petite protestation. Et là, elle se tenait dans la cuisine Est d'Ashford Park. Et elle a compris précisément ce qu'on lui avait fait. La pièce était grande. C'était la seule chose généreuse qu'on pouvait en dire. Grande et froide, comme la pierre devient froide. Surtout quand elle a été privée de chaleur pendant de nombreux hivers. Une froideur qui habitait les murs, le sol. Et aussi le long établi en bois qui courait sur un côté entier. Sa surface était gondolée et tachée. Dans un coin, elle était même complètement fendue. Le fourneau était une masse de fer d'une autre époque. Tirait-il encore? Elle ne pouvait pas le savoir sans essayer. 3 des 6 plaques de cuisson étaient fissurées. Le manteau de la cheminée au-dessus était noir de vieille fumée. Il y avait aussi quelque chose qui, selon elle, était un nid d'oiseau, et quand elle s'est immobilisée, elle a entendu un son faible et lointain, le son patient d'une chose qui a appris qu'on ne la dérangerait pas. C'était le bruit de l'eau qui gouttait quelque part dans le mur. Les étagères ne contenaient rien. Rien, à part un pot en terre de sel rance, et un morceau d'étamine rongé par les souris. Elle est restée longtemps au centre de la pièce. 1 minute a passé, puis 2. Puis, elle a retroussé ses manches. Elle n'était pas venue à Ashford Park pour son confort. C'était une vérité qu'elle gardait précieusement depuis près de 3 ans. Une vérité si profondément intériorisée qu'elle n'était plus une décision. C'était devenu une sorte de météo, simplement les conditions dans lesquelles elle vivait. Le climat de sa mission. Elle était venue à Ashford Park à cause de ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé au moulin à farine Voss, en bordure de Harrow Common. C'était le 14 mars, 2 ans et 7 mois avant ce matin de novembre, à cause d'un homme nommé Clement Voss. C'était son père, et il était mort. Et à cause d'un homme nommé Richard Farrow, le duc d'Ashford. Il avait acquis le moulin dans des circonstances que son père croyait légales avant de mourir. Et depuis toutes ces années, il n'avait jamais donné à Elelane ou à sa mère de raison de croire le contraire. Mais ceci est l'histoire de la cuisine. Nous devons donc commencer là où la cuisine commence. Elle a trouvé un balai appuyé contre le mur extérieur, sous une gouttière cassée. Il lui manquait la moitié de ses poils. Elle l'a utilisé quand même. Elle a balayé la cuisine et pendant 2 heures. Elle avançait du mur du fond vers la porte, avec de longs coups méthodiques. Sous la crasse, la poussière de plâtre et les années d'abandon, elle a révélé quelque chose. Un sol en bonne ardoise galloise, gris foncé et solide. Il suffisait de le voir pour comprendre. C'était la fondation de quelque chose qui avait autrefois mérité qu'on en prenne soin. Elle a transporté les pires détritus dans la cour de l'écurie. Il lui a fallu 2 voyages, les bras chargés. Elle a délogé le nid d'oiseau de la cheminée avec le manche d'une louche.
une louche qu'elle avait trouvée en train de rouiller sous l'établi. Elle est montée sur un tabouret et a plongé la main dans le conduit. Elle l'a nettoyé à main nue. Elle en est ressortie avec de la suie jusqu'au coude. Et une satisfaction qu'elle a choisi de ne pas analyser de trop près. Le fourneau tirait mal au début. Puis, le froid a été chassé du métal. L'air a réappris à circuler dans les vieux conduits. Il a pris une respiration plus profonde, plus stable. C'était presque encourageant. Elle avait 7 pences dans sa poche. Elle n'avait soumis aucune demande à M. Hartley, car elle n'avait aucune intention d'être examinée à la discrétion du duc. Elle a marché jusqu'au village, à près d'1 kilomètre. Son manteau était boutonné contre le vent de novembre. Sa liste de courses était dans sa tête. De la farine, du sel, du saindoux, des haricots secs, des oignons. Et tout ce que le marchand de légumes avait qui commençait à ramollir, et qui était donc bon marché. Au village, on la connaissait seulement comme la femme venue à Ashford Park. Son rôle exact n'était pas clair. Pas une gouvernante, pas une dame de compagnie, pas une domestique d'un genre évident. Le commerçant la regardait avec une légère curiosité, celle réservée à ceux qui existent dans un territoire social incertain. Elle a dépensé 4 pences et a tout rapporté elle-même. 2 paquets en papier et une tresse d'oignons passée sur son bras. Ce soir-là, elle a fait du pain. C'était une chose simple. De la farine, du sel, de l'eau. Une noisette de saindoux pour que la croûte ne durcisse pas trop vite. Elle l'a préparée dans la cuisine froide. Le fourneau dégageait sa première chaleur prudente. Et c'était la meilleure chose qu'elle ait goûtée en 11 jours. 11 jours de repas pris seul dans sa chambre qui sentait le cèdre. Des repas servis sur un plateau qui arrivait tard et repartait tôt. Elle a écouté le fourneau respirer. Elle a écouté les bruits de la cour de l'écurie. Un cheval qui changeait de poids. Le bruit métallique d'un seau. La voix d'un homme donnant un ordre à voix basse à un autre. Et elle a pensé à son père. Il lui avait dit un jour qu'une bonne cuisine n'est pas une pièce. C'est une disposition d'esprit. La volonté de commencer avec ce qu'on a sous la main. Et de refuser par principe d'être vaincu par le manque. Il avait dit cela comme une observation générale. Elle comprenait maintenant qu'il lui avait enseigné quelque chose de spécifique. Il y avait un chat. Elle ne l'avait pas invité. Et elle ne savait pas d'où il venait. Il est apparu le 2e soir. Il était maigre et profondément sceptique. Il s'est assis sur le seuil, comme s'il réservait son jugement. Elle ne lui a rien offert. Il est resté quand même. Elle a considéré cela comme une forme d'honnêteté qu'elle pouvait respecter. Il était gris, du gris exact du sol en ardoise galloise. Elle ne lui a donné aucun nom pendant de nombreuses semaines, car nommer les choses crée de l'attachement. Et l'attachement crée un poids. Et elle en portait déjà assez. Durant ses premiers jours, elle a commencé un inventaire minutieux. Pas celui de la cuisine, mais celui d'Ashford Park lui-même. Ses rythmes, ses besoins, ses fins. Elle avait grandi en regardant son père diriger un moulin. Et ce qu'elle avait appris en l'observant, c'est qu'une grande entreprise n'est jamais une seule chose. C'est un ensemble de petites dépendances. Chacune tire sur les autres, et la personne qui comprend ces dépendances comprend où réside réellement le pouvoir. Le domaine d'Ashford employait 43 personnes, sans compter les fermiers. C'était en novembre, le froid resserrait son étreinte. La cuisine principale de la maison était dirigée par Madame Farren. Une cuisinière qui occupait son poste depuis 20 ans, et elle le gardait avec une vigilance à la hauteur. Cette cuisine produisait de la nourriture pour la table du duc et le personnel supérieur. Et guère plus. Le personnel subalterne mangeait séparément. Les travailleurs extérieurs, les gardes-chasse, les palefreniers. Les hommes qui géraient les bois, les fossés de drainage et les clôtures. Ils mangeaient ce qu'ils apportaient de chez eux, ou ce qu'ils arrivaient à se procurer au village. Les jours où le temps permettait la marche. Elena a remarqué cela. Elle l'a remarqué comme son père lui avait appris à le faire. Sans excitation, sans aucun changement visible d'expression, mais avec un enregistrement interne silencieux, une entrée dans un registre mental, un petit déclic de compréhension. Elle a aussi remarqué la façon dont les hommes d'extérieur se déplaçaient le matin. La lenteur particulière des gens qui économisent quelque chose, qui dépensent leur énergie pour le travail de la journée, et qui n'en ont aucune en réserve pour ce qui n'est pas strictement nécessaire. Elle avait déjà vu cette qualité de mouvement. Elle savait ce que cela signifiait, et d'où cela venait. Cela venait des petits déjeuners froids et des longues heures de travail, du coût physique accumulé d'être insuffisamment nourri pendant de nombreuses saisons. Cela venait du fait d'être, dans la comptabilité soignée du domaine,
une considération secondaire. Elle n'a rien enregistré de cela de manière visible. Elle l'a simplement ajouté au registre qu'elle tenait en elle, à côté des autres entrées. Puis, elle est retournée à la cuisine et elle a réfléchi. À 11 kilomètres de là, dans les bureaux d'un cabinet, dans la ville importante la plus proche, un homme nommé Monsieur Grint écrivait une lettre au duc d'Ashford. Monsieur Grint était l'avoué du duc. La lettre concernait une affaire que le duc gérait depuis un certain temps. Il la gérait avec ce qu'il considérait comme une admirable efficacité. La consolidation de certains titres de propriété. Ils appartenaient à l'origine au domaine Voss. Ils avaient été transférés après la mort d'un certain Clement Voss, dans des circonstances que M. Grint se retrouvait à examiner. Il le faisait avec un malaise professionnel qu'il n'avait pas anticipé. Quelqu'un avait soumis une demande d'enquête formelle. Il ne savait pas encore qui. Il écrivait avec soin. Car les hommes prudents écrivent avec soin quand ils ne sont pas certains de ce à quoi ils ont affaire. Il choisissait ses mots comme un homme choisit où poser le pied sur un terrain incertain. Chaque mot était testé avant d'être posé. Chaque phrase était construite pour admettre le moins possible, tout en semblant admettre tout ce qui était pertinent. C'était une compétence qu'il avait mis de nombreuses années à développer, et il était doué pour ça. Mais sa main, remarqua-t-il, n'était pas tout à fait stable. La plume appuyait plus fort que nécessaire sur certains mots. Il a buvardé 2 fois. Le duc a reçu la lettre un vendredi. Il l'a lue 2 fois. Il était debout à la fenêtre de son bureau. Le parc s'étendait en bas, gris et touché par le gel. Ce n'était pas un homme qui montrait ses sentiments sur son visage. C'était une compétence qu'il avait développée au fil des ans, et qu'il portait maintenant comme une seconde peau. Mais il y avait quelque chose dans sa mâchoire quand il a fini de lire. Un minuscule raidissement. Quiconque le connaissait bien l'aurait reconnu comme de l'inquiétude. Il n'était pas arrivé là où il était en étant négligent. L'affaire Voss avait été réglée. Il en était sûr. Il s'en était assuré lui-même. Il a plié la lettre et l'a jetée au feu. Puis il est allé trouver Madame Doyle. Il voulait lui demander si la femme qu'ils avaient installée dans l'aile avait causé des difficultés. Non, a dit Madame Doyle. Elle n'avait rien demandé, ne s'était plainte de rien. On l'observait parfois aller au village et revenir avec des paquets. Elle utilisait la cuisine Est comme on le lui avait demandé. Elle était, dit Madame Doyle, avec une légère note de perplexité réticente, très silencieuse. Le duc n'a rien dit. Il a regardé par la fenêtre. Un corbeau s'est posé sur la pelouse blanche de givre. Il est resté là, noir et parfaitement maître de lui. Puis il s'est envolé à nouveau. Il est revenu un instant plus tard au même endroit, comme s'il avait oublié quelque chose et était revenu le chercher. Et il s'est tenu là de nouveau, avec la même autorité tranquille. Le duc l'a regardé plus longtemps que prévu. Il a dit à Madame Doyle de le tenir informé. Ce qu'Elelanena avait trouvé derrière la laiterie et à côté de la cuisine Est, c'était un jardin clos. Un jardin qui avait été laissé à l'abandon pendant environ 1 décennie. Elle l'avait trouvé par hasard en suivant le chat. Celui qu'elle n'avait toujours pas nommé. Il s'était faufilé par une brèche dans le mur qu'elle n'aurait pas remarqué autrement. Et ce qu'elle a trouvé à l'intérieur des murs n'était pas la ruine à laquelle elle s'attendait. C'était quelque chose de plus compliqué que ça. La structure était toujours là. Les plates-bandes surélevées. Les arbres en espalier contre le mur exposé au sud. Le récupérateur d'eau dans le coin, avec seulement une fissure à sa jointure. Les choses avaient poussé à l'état sauvage, oui. Du chianden et des ronces. Et un romarin tentaculaire qui avait colonisé une plate-bande entière. Mais sous cette nature sauvage, la terre était sombre et profonde. Et quand elle y a enfoncé ses doigts, elle l'a trouvée extraordinaire. Sa mère avait cultivé des plantes avant le moulin. Avant tout, sa mère avait eu un jardin derrière la maison, à Harrow. Et Elelanena avait grandi les mains dans la terre. Elle comprenait, sans qu'on le lui dise, que cultiver était une forme de patience. Une patience qui n'attendait rien en retour, mais qui donnait tout quand même. Sa mère croyait, et le disait clairement, sans embarras. Elle disait que le fait de s'occuper de quelque chose était une forme de prière. Une prière qui n'était adressée à aucun destinataire particulier. C'était simplement un acte de foi. La foi que la chose dont on s'occupait, avec assez de saison et d'attention, deviendrait ce qu'elle essayait de devenir. Quand elle était jeune, Elelanena n'était pas sûre de le croire. Mais maintenant, debout dans les ruines de ce jardin, avec le froid de novembre qui transperçait son manteau, elle en était de plus en plus certaine. Elle s'est agenouillée dans le jardin clos en novembre.
et elle a fait sa deuxième entrée dans son registre. Elle n'en a parlé à personne. C'est ici que l'histoire fait une petite pause, comme une rivière qui s'élargit un instant avant de se rétrécir. Si vous vous êtes laissé emporter dans le monde d'Elela Nena et que vous souhaitez y revenir, faites une pause. S'abonner ne vous coûte rien, et cela garantit que la prochaine histoire arrivera jusqu'à vous, sans effort de votre part. Au début du mois de décembre, elle avait établi une routine si bien installée et si invisible qu'elle avait cessé d'attirer l'attention. C'était précisément ce qu'elle voulait. Elle se levait avant le reste de la maison. Elle allumait le fourneau et commençait ce qu'elle avait décidé de préparer ce jour-là. Du pain, toujours, en plus grande quantité que nécessaire pour elle-même. De la soupe aux haricots le lundi, épaisse avec de l'oignon et de la couenne de porc fumée qu'elle achetait à bas prix chez le boucher du village. Un gratin de légumes racines qui utilisait les derniers navets de la saison. Elle préparait ses plats et elle les laissait tranquillement, sans annonce, dans des marmites et enveloppées dans des linges, dans le passage couvert entre l'aile est et la cour de l'écurie. À 1 heure matinale, quand le personnel extérieur passait pour commencer sa journée de travail, elle ne laissait pas de mots, elle ne demandait rien, elle laissait simplement de la nourriture. Le premier matin, les marmites ont été retournées vides le soir. Elles étaient soigneusement déposées contre la porte de la cuisine est. Elle ne savait pas qui les avait rapportées, et elle n'a pas cherché à savoir. Le deuxième matin, la même chose, et le troisième aussi. Le quatrième matin, il y avait une poignée d'œufs à côté des marmites retournées. Ils étaient enveloppés dans de la paille, déposés avec le soin qu'on accorde à quelque chose qu'on offre, et non qu'on laisse simplement. Elle a reconnu le geste pour ce qu'il était. Ce n'était pas un paiement. Cela aurait transformé l'arrangement en quelque chose de transactionnel, et donc de fragile. C'était de la réciprocité, ce qui est tout à fait différent. Le langage des gens qui ont décidé, sans en discuter, qu'ils sont dans le même bateau. Elle est restée un moment dans le passage, à les regarder. Le chat était assis à côté d'elle, feignant l'indifférence. Elle a fait une omelette. Les œufs ont été suivis, les matins suivants, par d'autres choses. Un bouquet de thym séché, laissé contre la porte un mercredi. Une demi-meule de fromage à pâte dure, la croûte soigneusement essuyée. Elle était placée dans l'une des marmites retournées, avec un linge autour, comme si quelqu'un s'était inquiété du froid. Un cornet de papier de pomme séché, le genre qu'on garde dans les caves pendant l'hiver. Quand elle l'a ouvert, il sentait la chaleur de l'été précédent, une chaleur préservée de la seule manière possible, en étant scellée à l'intérieur de quelque chose avant de disparaître complètement. Elle ne savait pas qui laissait tout cela. Elle n'a pas demandé. Elle a utilisé chaque miette. Et tout est reparti par le passage couvert, sous une forme meilleure qu'à son arrivée. Transformée, comme le sont les choses quand elles passent par une cuisine qui a commencé à comprendre lentement sa raison d'être. Dans le jardin clos, elle travaillait entre la cuisine du matin et l'après-midi. Elle nettoyait les plates-bandes du chiendon et des ronces. Elle taillait le romarin. Elle découvrait sous le chaos la structure ordonnée de quelque chose qui avait été autrefois extrêmement bien conçu. Il y avait un châssis froid contre le mur est. Ses vitres étaient fissurées, mais pas entièrement brisées. Il y avait un tas de vieux compost dans le coin, à côté du récupérateur d'eau. Il avait continué sa lente transformation sans aucune aide humaine. Et maintenant, constata-t-elle, en le retournant, il était presque prêt. Dans la plate-bande la plus au sud, là où le mur retenait le plus de chaleur, elle a trouvé quelque chose d'inattendu. Des laitues d'hiver qui s'étaient ressemées toutes seules d'une ancienne plantation. Elles étaient petites, pâles et absolument vivantes. Elle les a récoltées comme si c'était quelque chose de précieux. Et c'était le cas. Madame Hartley, l'épouse de l'intendant du duc, a été la première à le remarquer. Elle passait la plupart de ses matinées dans l'office, à côté de la cuisine principale. C'était une petite femme observatrice, d'une franchise directe. Elle avait appris que la subtilité était souvent une perte de temps pour tout le monde. Et elle a remarqué, parce que c'était son talent particulier, de remarquer les choses. Et parce que le personnel extérieur, qui n'était généralement pas enclin à commenter ses petits déjeuners, semblait depuis quelques semaines visiblement moins gris de visage. Il y avait un changement dans la qualité du bruit qu'il faisait au début de la journée. Quelque chose d'un peu moins laborieux, d'un peu plus présent. Comme si une réserve intérieure avait été tranquillement reconstituée. Madame Hartley n'était pas une femme sentimentale, et elle ne formulait pas les choses en termes sentimentaux. Mais elle est passée par le passage couvert un matin.
de la deuxième semaine de décembre. Elle a regardé les marmites disposées là. Et elle a compris, sans qu'on ait besoin de le lui dire, exactement ce qu'elle regardait. Elle a trouvé Elelanena dans le passage un matin, plutôt qu'Elelanena ne l'avait prévu. Elle a regardé Elelanena. Elle a regardé les marmites couvertes. Elle a de nouveau regardé Elelanena. « Vous les nourrissez » a-t-elle dit. Elelanena n'a pas levé les yeux de ce qu'elle faisait. « J'en fais trop. » Madame Hartley a réfléchi un instant. Elle avait l'expression de quelqu'un qui décide de croire ou non quelque chose qu'elle soupçonne d'être faux. « Le fourneau de cette cuisine, » commença-t-elle. « Il tire bien, » dit Elelanena, une fois qu'on a nettoyé le conduit. Il y a eu une pause. Elle les nourrit, se dit très doucement Madame Hartley. Puis elle a fait demi-tour et est repartie par où elle était venue. Et Elelanena n'a plus entendu parler d'elle jusqu'au mardi suivant. Ce jour-là, un sac de lentilles sèches et un papier d'herbe séchée sont apparus devant la porte de la cuisine est. Sans aucun mot d'accompagnement, Elelanena les a ajoutés à son registre. Le duc est venu inspecter la cuisine un mercredi de la deuxième semaine de décembre. Elle s'y attendait et s'y était donc préparée en ne changeant absolument rien à ses habitudes. Elle était à l'établi quand elle a entendu la porte. La porte qui ne coinçait plus, car elle en avait raboté le bord gonflé et l'avait elle-même remise sur ses gonds. Elle a continué ce qu'elle faisait, c'est-à-dire presser du beurre dans un moule qu'elle avait trouvé accroché à un clou derrière l'étagère. Car le travail ne s'arrête pas, parce que quelqu'un a choisi d'arriver. Il s'est tenu un instant sur le seuil. La cuisine était chaude. Le fourneau brûlait de manière stable, insufflant sa chaleur lente et régulière dans une pièce qui avait été froide pendant une décennie. Le sol en ardoise avait été frotté jusqu'à retrouver une couleur proche de l'original. L'établi avait été poncé et huilé. Et dessus, en plus du moule à beurre et d'Elelanena elle-même, étaient alignés 4 pains encore tièdes du matin, un pot de soupe aux haricots qui mijotait depuis l'aube, 2 paquets enveloppés de tissu du ragoût de lentilles qu'elle avait fait avec les lentilles de Madame Hartley, et une petite assiette sur laquelle elle avait disposé les laitues d'hiver du jardin clos, assaisonnées simplement de vinaigre et d'une goutte de la bonne huile qu'elle gardait sur l'étagère du haut. L'odeur de la pièce était extraordinaire. Elle a levé les yeux vers lui. Il était grand, anguleux, se tenant avec l'immobilité étudiée d'un homme qui jugeait important que les autres le trouvent indéchiffrable. Son regard a parcouru lentement la cuisine, faisant l'inventaire comme le font les hommes, habitués à évaluer la valeur des choses. Puis il s'est posé sur elle. « Vous avez fait des changements, a-t-il dit. Je l'ai rendue fonctionnelle, a-t-elle dit. La correction n'était pas agressive. Elle était simplement exacte. Il a regardé les pains. Il a regardé le pot de soupe. Il a regardé les laitues. D'où viennent les produits? Du jardin clos. Une pause. Quelque chose a bougé derrière ses yeux, qu'elle n'a pas su nommer. Puis ce fut parti, remplacé par le masque lisse habituel. Le jardin clos est à l'abandon depuis des années. Il l'était. Elle a pressé le moule à beurre une fois de plus, uniformément. La terre est encore très bonne. Le chat est apparu de quelque part. Il dormait derrière le fourneau, une position qu'il avait adoptée environ 2 semaines après leur arrangement. Il l'occupait maintenant avec l'autorité d'un résident établi. Il a traversé le sol vers le duc, sans aucune conscience apparente que la situation sociale était inhabituelle. Il s'est assis à ses pieds et l'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui a porté un jugement. Un jugement préliminaire, mais pas entièrement défavorable. Le duc a baissé les yeux vers le chat. « Le vôtre », a-t-il dit. « Il est arrivé », a-t-elle dit. Il l'a regardé à nouveau. Il y avait quelque chose dans son expression. Pas de la chaleur, pas encore. Il était bien trop tôt pour la chaleur, et bien trop compliqué pour la chaleur. Mais quelque chose qui n'était pas le vide contrôlé qu'il portait à son arrivée. Quelque chose qui était, faute de meilleurs mots, une question qu'il n'avait pas encore décidé de poser. Il a regardé une fois de plus autour de la cuisine. Les herbes suspendues qu'elle avait rapportées du jardin clos pour les faire sécher au-dessus du fourneau. Les supports d'étagères réparés. Le nouveau morceau d'étamine tendu sur la fenêtre pour empêcher les courants d'air sans bloquer la lumière. Et elle l'a regardé tout observer avec l'attention particulière d'un homme qui révise une supposition. Une supposition qu'il avait eue si longtemps qu'il avait oublié que c'en était une. Il est parti sans la poser. À Noël, la cuisine est était devenue le centre d'une révolution silencieuse. Du genre qui est invisible jusqu'à ce qu'elle devienne soudainement indéniable. Elelanena avait élargi la gamme de ce qu'elle préparait.
non par ambition, mais par accumulation, car à mesure qu'elle apprenait ce dont le personnel extérieur avait besoin, et que le jardin commençait à donner plus que prévu, et que les lentilles de Madame Hartley étaient suivies d'un morceau de porc salé du garde-chasse et d'un boisseau de pommes de garde d'un des fermiers, l'éventail des possibles s'était simplement élargi. Elle n'avait rien organisé de tout cela. Elle n'avait rien sollicité. Elle avait fait de la nourriture, l'avait disposée, n'avait rien dit. Et le monde avait répondu dans la langue que parlent les gens qui ont faim quand on ne les surveille pas, avec ce qu'ils avaient à donner. Le dîner de Noël qu'elle a servi dans le passage couvert n'était pas une petite chose. Il n'était pas censé être une grande chose. Et le fait qu'il le soit devenu était la conséquence du même principe sur lequel elle opérait depuis le début. Que lorsque vous nourrissez bien les gens et ne demandez rien en retour, ils ont tendance à apparaître. Et ils ont tendance à amener d'autres personnes. Et finalement, la table est plus longue que vous ne l'aviez prévu. Il y avait 41 personnes. Elle le savait parce qu'elle les a comptées, debout sur le seuil de la cuisine, le chat à ses pieds. De la vapeur s'élevait de la grande marmite qui avait été apportée anonymement un mardi par quelqu'un ayant accès au cellier de la cuisine principale. Elle avait préparé un jambon. Elle avait préparé 4 sortes de pommes de terre. Elle avait fait la soupe aux haricots et le gratin de racines. Et un pudding au pain dense avec des pommes séchées et épicé avec le reste d'une boîte de cannelle qu'elle gardait pour quelque chose. Et elle avait maintenant décidé que c'était ce quelque chose. Le jardin clos avait fourni des panais, les dernières laitues et une quantité de romarin qui parfumait tout le passage. Elle les avait tous fait asseoir ensemble. Cela avait demandé un peu de persuasion. Les gens habitués à exister dans leurs compartiments sociaux désignés n'acceptent pas facilement de partager une table. Mais Elela Nena n'avait pas le don de se faire dire non quand elle avait décidé quelque chose. Et le passage était chaud, et l'odeur de la nourriture était spécifique et persuasive. Et à la fin, ils se sont assis, tous les 41. Madame Hartley était assise à côté d'un garde-chasse nommé Marsh, qu'on n'avait jamais vu assis à côté de qui que ce soit. Tom, le palefrenier, qui avait 16 ans et venait d'une famille très modeste, a mangé 3 portions du pudding au pain, avec un sérieux qu'Elela Nena trouvait presque trop difficile à regarder directement. 2 des hommes des drainages, qui, à la connaissance de personne, n'avaient parlé à personne en dehors de leur binôme de travail depuis longtemps, étaient plongés dans ce qui semblait être un désaccord animé sur la meilleure méthode pour conserver les légumes racines pendant un hiver rigoureux. Une conversation qui avait l'aisance confortable et habituée de gens qui ont, sans vraiment le remarquer, commencé à se sentir chez eux quelque part. Une femme plus âgée de la buanderie, dont Elela Nena n'avait pas encore appris le nom, était assise très droite, les mains jointes sur ses genoux. Elle regardait la table pleine de nourriture et la table pleine de gens, et ne disait rien du tout. Mais son visage, qui avait été fermé de la manière particulière des visages qui ont appris à attendre peu, était ouvert, d'une manière qui suggérait qu'elle avait une difficulté privée avec la distance entre ce qu'elle avait anticipé et ce qui se passait réellement. Elela Nena a tout vu. Elle se tenait sur le seuil et elle l'a vu, et cela est aussi allé dans le registre. Le duc est arrivé à la fin. Elle ne l'attendait pas, ce qui était inhabituel. Elle était devenue experte pour anticiper les mouvements du duc. Mais c'était Noël, et même les hommes, qui ont vidé leur vie pour la gestion du pouvoir, se souviennent parfois qu'ils sont aussi des corps qui ont besoin de chaleur. Et le passage était chaud d'une manière que la maison principale, avec ses hauts plafonds, ses pièces formelles et ses grandes cheminées plus esthétiques que fonctionnelles, n'avait pas été depuis un certain temps. Il se tenait au bord du rassemblement et le regardait. Il est resté là assez longtemps pour que les gens commencent à le remarquer. Et la conversation a changé, comme elle le fait lorsqu'une autorité devient présente, plus silencieuse, plus prudente sur les bords. Mais Elela Nena l'observait depuis le seuil de la cuisine. Et ce qu'elle a vu, avant qu'il ne sache qu'il était observé, c'est quelque chose qu'elle a soigneusement classé dans le registre qu'elle tenait en elle. Il a semblé, un instant, entièrement seul. Il l'a vu l'observer. Le moment s'est scellé. Elle lui a apporté un bol de soupe. Elle ne lui a pas demandé s'il en voulait. Elle l'a posé devant lui sur la section de l'établi qui servait de bout de la table improvisée. Et elle a mis un morceau de pain à côté. Et elle est retournée à sa place sur le seuil de la cuisine. Il a mangé. L'enquête qui avait été soumise concernant les titres de propriété du domaine Voss, comme Elela Nena le savait depuis le début,
n'allait pas être résolue rapidement. Elle l'avait soumise elle-même par l'intermédiaire d'un avoué à Londres. Il avait accepté d'agir comme intermédiaire moyennant des honoraires qu'elle avait payés sur 3 ans, avec de l'argent que sa mère avait gardé caché, comme les femmes de leur condition apprennent à cacher les choses. Non par peur, mais par prévoyance, car la prévoyance est le seul héritage disponible quand tout le reste a été pris. L'enquête était précise. Elle citait des dates, des montants et des signatures. Et elle nommait un clerc particulier qui avait été employé par l'avoué du duc au moment du transfert, et qui, Elelanena, avait des raisons de le croire, était toujours en vie et en possession d'une mémoire qui, correctement assistée, pourrait s'avérer utile. Elle n'était pas pressée. Elle n'avait pas été pressée depuis 2 ans et 7 mois. La patience n'était pas passive pour Elelanena. Elle était structurelle, l'élément porteur de tout ce qu'elle faisait. Mais il se passait quelque chose dans l'aile Best Ford Park qu'elle n'avait pas prévu. Et c'était ceci. La cuisine était devenue réelle, d'une manière qui menaçait de devenir compliquée. Elle savait que le duc enquêtait sur elle. Elle le savait parce que Madame Doyle était devenue, ces dernières semaines, légèrement plus attentive que ne le justifiait l'impact réel d'Elelanena sur la marche de la maison, s'arrêtant dans le passage à des heures étranges, posant des questions sur les fournisseurs et les quantités. Des questions qui avaient la forme d'une conversation décontractée, mais la structure d'une collecte de renseignements. Elle le savait parce que M. Hartley, qui avait examiné les comptes du domaine de sa manière habituelle et approfondie, avait commencé à jeter un regard particulier sur la colonne des dépenses, celle qui représentait l'approvisionnement de la cuisine Est. Un regard qui n'était pas tout à fait inquiet, mais qui s'en approchait. Elle le savait parce que le duc lui-même était revenu à la cuisine à 3 reprises depuis la première visite. Et à chaque fois, il était resté un peu plus longtemps que la fois précédente. La deuxième visite avait été brève. Il s'était tenu sur le seuil pendant quelques minutes, sous prétexte de s'enquérir de l'état du mur de la laiterie, qui jouxtait la cuisine et à l'extérieur. Elle avait répondu à ses questions sur le mur de la laiterie, avec une précision totale, et n'avait rien offert de plus, et il était parti. La troisième visite, il était entré, s'était approché de la fenêtre. Il avait regardé à travers l'étamine réparée, la cour de l'écurie en contrebas, les mains derrière le dos. Et il était resté là, dans un silence qui n'était pas inconfortable, mais qui était chargé d'une certaine manière. Elle l'a observé avec soin, comme s'il attendait que quelque chose se passe ou que quelque chose soit dit. Et comme rien ne s'est produit, il s'est retourné et est parti sans explication. La quatrième visite, il était resté assez longtemps pour poser des questions sur le jardin clos. Il n'avait pas beaucoup parlé lors de ces visites. Il s'était déplacé sur les bords de la cuisine, avec l'attention prudente d'un homme, essayant de comprendre quelque chose qui résistait à ses méthodes habituelles de compréhension. Il avait regardé le jardin clos, par un après-midi froid. Il se tenait dans la brèche du mur par où le chat l'avait fait passer la première fois, et elle se tenait à côté de lui. Et ils avaient regardé ensemble les plates-bandes nues avec leurs marques de verre, les oignons d'hiver, le chou frisé rustique qu'elle avait planté avant le gel, le romarin qui préparait déjà son retour. Et il n'avait rien dit pendant un long moment. Puis, ma mère cultivait des choses ici. Elle n'a rien dit. Elle a laissé l'information s'installer. Je l'ai fait fermer, a-t-il dit. Et elle pouvait entendre sous la simplicité de la déclaration quelque chose qui n'était pas simple du tout. L'arithmétique compliquée du chagrin et de la culpabilité que les gens effectuent quand ils ont fait quelque chose qu'ils ne se sont pas encore avoués être une erreur. Elle a dit que c'était une très bonne terre. Elle attendait. Il la regardait alors, un regard direct. Le genre qu'il ne donnait pas habituellement. Le genre qui suggérait qu'il avait mis de côté un mécanisme habituel pour un moment. « Quoi ?» a-t-il dit. « Que quelqu'un s'en occupe » a-t-elle dit. Il a détourné le regard. Quelque part dans le jardin clos, encore nu, encore patient, le chat est apparu sur le mur sud. En équilibre, de cette manière complète et autonome des chats. Il les a regardés tous les deux avec l'indifférence démocratique de quelque chose qui n'appartient à personne. Et qui n'a donc rien à jouer. Le duc a presque souri. C'était une petite chose, imparfaitement contrôlée, et ce fut très rapide. Mais Elelanena l'a vu, et cela est allé dans le registre. Elle n'avait dit à personne à Ashford Park qui elle était. Cela avait nécessité au fil des mois un certain effort soutenu. Pas l'effort de maintenir un mensonge, car elle n'avait pas menti, mais l'effort d'habiter un silence prudent dans lequel les bonnes questions n'étaient jamais posées.
Elle avait donné son nom, Voss, son vrai nom, car changer de nom est un mensonge, et elle n'était pas là pour mentir. Elle n'avait donné aucune information sur son passé que quiconque aurait pensé à demander. Ce qui était en soi une sorte de réponse à la question de savoir à quel point une femme peut choisir de se rendre visible. Le clerc, dont elle avait payé pour assister la mémoire, s'appelait Patel. Il avait été localisé par l'avoué de Londres dans une pension de famille à Exeter. Et les documents qu'il avait fournis, une copie, conservée toutes ces années dans une boîte en fer blanc, pour des raisons qu'il avait données comme étant une habitude professionnelle. Mais Kelela Nena soupçonnait d'être les raisons d'un homme qui avait su à l'époque que quelque chose n'allait pas, et qui avait voulu, dans l'arithmétique privée de sa conscience, quelque chose pour prouver qu'il l'avait su. Ce document était maintenant entre les mains de l'avoué de Londres qui l'avait déjà transmis à un avocat du genre approprié. Le document était un enregistrement de modification. Le contrat qui avait été présenté à Clement Voss le 14 mars, dans ce qui avait été présenté comme la forme finale convenue, n'était pas le contrat qui avait été discuté. 2 clauses avaient été modifiées de manière qu'un homme mourant, un homme qui avait fait confiance à l'avoué gérant l'affaire, n'avait pas remarqué. Et il avait donc signé quelque chose qui donnait considérablement plus que ce qu'il avait accepté de donner. Kelela Nena le savait depuis la dernière semaine de son père, quand il lui avait pressé dans la main un papier plié qu'il avait gardé. Le brouillon, son brouillon, celui qu'il avait annoté lui-même de son écriture déclinante. Les choses qu'il pensait avoir été convenues, et il l'avait regardé avec les yeux d'un homme qui comprenait trop tard qu'il avait été abusé, par quelqu'un qui avait compté sur le fait qu'il n'aurait pas la force de faire quoi que ce soit. Elle lui avait promis qu'elle le ferait. Elle tenait ses promesses. Elle les tenait comme elle tenait sa cuisine. Méthodiquement, sans drame, avec la compréhension qu'une chose correctement entretenue finit par donner. C'est en janvier que le duc d'Ashford est venu à la cuisine Est d'une manière différente. Elle a su la différence avant de se retourner. Car elle était devenue très douée pour lire les qualités particulières du silence qui précédait ses arrivées. Et ce silence était plus lourd que les autres. Plus lourd et tenu différemment, comme quelque chose qu'on porte avec précaution parce que c'est fragile ou parce que c'est important. Elle ne s'est pas retournée immédiatement. Elle a fini ce qu'elle faisait. Elle réduisait un bouillon, et un bouillon ne fait pas de pause polie. Puis elle s'est retournée. Il tenait une lettre, pas avec la fermeté d'un homme en contrôle, mais avec la précision prudente d'un homme qui contrôle une tendance à tenir quelque chose trop fermement. Elle a reconnu le papier à lettres. Elle avait eu des raisons de se familiariser au cours de l'année écoulée avec le papier à lettres utilisé par certains cabinets juridiques de Londres. « Votre nom est Voss », a-t-il dit. Elle n'a pas détourné le regard. « Oui, Clement Voss était mon père. » Elle l'a dit simplement, sans inflexion. De la manière dont on dit une chose qu'on s'est dite dans son esprit 10 000 fois, et qui a depuis longtemps dépassé la capacité de vous blesser lorsqu'elle est dite à voix haute. Il est mort en croyant qu'un contrat qu'il avait signé était celui qu'il avait accepté. Ce n'était pas le cas. Le duc n'a rien dit. La lettre était dans ses mains, et ses mains n'étaient pas tout à fait immobiles. Un léger tremblement à peine visible. Le genre qui appartient à un homme dont le corps réagit à quelque chose avant que son esprit n'ait fini de décider quoi faire. « Je ne savais pas », commença-t-il. « Vous avez signé les instructions », a-t-elle dit. Calme, pas en colère. De la même manière que l'eau n'est pas en colère d'être une rivière. Vous avez employé l'avoué, qui a employé le clerc qui a fait les modifications. Que vous ayez connu le mécanisme spécifique est une question que j'ai laissée aux tribunaux. Car ce n'est pas vraiment la question qui me préoccupe. Alors quelle question vous préoccupe? Elle le regarda fixement. Derrière elle, le bouillon mijotait avec son son lent et attentif. « Ce que vous faites maintenant », a-t-elle dit. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il avait du poids et de la texture. Le genre de silence qui se forme lorsque quelque chose qui a bougé très vite pendant longtemps s'arrête enfin. Et tout l'air autour rattrape son retard. Le bouillon mijotait derrière elle. Le chat, qui avait été quelque part dans l'ombre près du fourneau, s'est déplacé sans bruit au centre du sol. S'est assis comme s'il avait attendu précisément ce moment pour se positionner en témoin neutre. Le duc a regardé Kelela Nena, et elle l'a regardé, et il n'y avait rien entre eux. Pas de performance, pas de vide prudent, pas de surface gérée. Peut-être pour la première fois depuis son arrivée à Ashford Park. Il ressemblait à ce moment-là à un homme qui avait porté quelque chose pendant longtemps, et à qui on venait de demander pour la première fois
de le poser et de le regarder simplement. Elle ne l'a pas aidé. Elle n'était pas venue de si loin pour rendre les choses plus faciles qu'elles ne devaient l'être. Mais elle a attendu, ce qui était sa propre forme de générosité, et elle l'a regardé arriver, dans le long silence de cette cuisine de janvier, à ce à quoi il devait arriver. « Je coopérerai », a-t-il dit enfin, entièrement avec la procédure. Elle a hoché la tête une fois. Une année a passé. Plus précisément 14 mois, qui contiennent un janvier, un février et un autre décembre. Ils contiennent dans ce cas une série de procédures judiciaires menées avec la patience prudente de personnes qui ont de bons documents. Un règlement qui a restitué à Elelanena Vos et à sa mère le moulin de Harrow Common et les terres attenantes, ainsi qu'une somme qui couvrait approximativement les années de perte. Une reconnaissance formelle que le contrat original avait été modifié sans la connaissance ou le consentement de Clement Vos. Le moulin nécessitait une reconstruction. Elelanena l'a supervisé personnellement, restant à Harrow pendant 6 mois. Tandis que sa mère, qui était plus petite qu'avant et se déplaçait plus lentement, et qui n'a pleuré qu'une seule fois en privé dans le jardin qu'elle avait entretenu toutes ces années, est redevenue progressivement quelqu'un qui se tenait plus droit. Le moulin était un bon moulin. Il avait toujours été un bon moulin. Les mules étaient saines, et la roue n'avait besoin que d'attention. Et Elelanena passait ses matinées dans la machinerie, et ses soirées à vérifier les comptes, et ses nuits tardives au petit bureau près de la fenêtre de son ancienne chambre, qui sentait toujours comme elle avait toujours senti. Le bois, la farine et le froid particulier d'une maison qui a été chauffée par le chagrin pendant trop longtemps, et qui apprend maintenant prudemment à être chaude à nouveau. Elle ne pensait pas à Ashford Park. Elle pensait au rendement du champ sud et à la réparation de la clôture est, et à la question de savoir s'il fallait augmenter la capacité de mouture avant le printemps. C'étaient des questions concrètes, auxquelles on pouvait répondre, et elle leur accordait toute son attention, ce que les questions concrètes et répondables méritaient. Elle pensait aux hommes qu'elle avait embauchés pour travailler au moulin. De bons hommes, prudents avec les meules, qui étaient arrivés le premier matin avec la courtoisie un peu formelle de gens incertains du type d'employeur auquel ils avaient affaire, et qui, à la fin de la première semaine, avaient compris. Elle les nourrissait bien. Elle a toujours bien nourri les gens quand elle en avait les moyens. Ce n'était pas une stratégie, ou pas seulement une stratégie. C'était simplement la forme d'honnêteté la plus efficace qu'elle connaissait. Un bon repas dit, sans que personne n'ait besoin de le dire à voix haute, que la personne qui l'a préparé vous a considéré comme valant l'effort. Et il y a très peu de choses qui communiquent plus clairement que cela. Mais la cuisine est d'Ashford Park était toujours utilisée. Cela a surpris Elelanena la première fois qu'elle y est retournée. C'était en avril de la 2e année, à la demande écrite du duc, pour des raisons qu'elle n'avait pas immédiatement comprises et qu'elle avait choisi d'examiner avant de décider ce qu'elle en pensait. Elle est arrivée pour trouver le jardin clos dans un état de productivité extraordinaire. Quelqu'un avait continué son travail pendant l'hiver et jusqu'au printemps. L'avait même étendu, en fait, ajoutant des plates-bandes et un nouveau châssis froid. Et un système pour récupérer l'eau de pluie du toit de la laiterie, qui était plus sophistiqué que tout ce qu'elle avait conçu. Les laitues s'étaient ressemées en abondance élégante. Le romarin, avec une confiance caractéristique, s'était installé le long de tout le mur sud. Il y avait de nouvelles plantations qu'elle n'avait pas faites. Des fèves en rangées disciplinées le long de la plate-bande nord. Un carré d'herbe rustique qu'elle a reconnu comme l'influence de Madame Hartley. Et dans le coin où se trouvait l'ancien tas de compost, un nouveau tas bien net se transformait lentement en la chose sombre et excellente qu'il était censé devenir. Les arbres en espalier le long du mur sud avaient été taillés. Récemment et avec savoir-faire, les coupes nettes et délibérées. Quelqu'un avait été attentif. Quelqu'un avait appris. Le chat était sur le mur. Il l'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui a maintenu les choses en son absence et souhaite que cela soit noté sans qu'on en fasse toute une histoire. Elle a tendu la main. Il a poussé sa tête contre sa paume une fois, brièvement, puis a sauté dans le jardin avec l'attitude de quelqu'un qui retourne à des affaires plus importantes. Le duc attendait près du fourneau. Il avait l'air différent, pas de façon spectaculaire. Il était toujours un homme grand et anguleux qui avait passé la plus grande partie de sa vie à développer un vide utile. Mais il y avait quelque chose de moins défendu dans ses angles, de moins soucieux d'être indéchiffrable. La cuisine avait été entretenue en son absence.
Le sol en ardoise était propre, le fourneau cliquetait de chaleur. Il y avait des oignons tressés et suspendus à la poutre qu'elle avait installée en novembre avec de la ficelle empruntée et beaucoup de patience. « Vous l'avez maintenu » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Madame Hartley la supervise. Tom des écuries s'occupe du jardin. Il a fait une pause. Le personnel a convenu qu'elle devait continuer. Elle a regardé autour de la cuisine qu'elle avait créée à partir d'une ruine, dans un hiver qui avait été le plus froid dont elle se souvenait. Avec cette pensée et une détermination qu'elle avait héritée d'un homme qui avait fait confiance à la mauvaise personne, et qui avait découvert à la fin que sa fille ne ferait pas la même erreur. Les herbes suspendues étaient différentes de celles qu'elle avait suspendues, celles de cette saison, de ce printemps, mais elles pendaient au même crochet, dans la même portée d'air chaud au-dessus du fourneau. Le pot sur l'étagère était le même pot. La parcelle d'ardoise du chat derrière le fourneau portait l'empreinte de nombreux mois d'utilisation. Une petite caractéristique géographique du sol de la cuisine maintenant. Un endroit qui avait été si souvent visité qu'il était devenu permanent. Tout pousse, a-t-elle dit, ce qui n'était pas tout ce qu'elle voulait dire. Quand ce n'est plus seul. Il a traversé la cuisine. Il se déplaçait avec la lenteur particulière de quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose et s'est engagé à ne pas y revenir. Et il s'est arrêté devant elle, assez près pour qu'elle soit consciente de la chaleur du fourneau derrière elle et de sa chaleur à lui, qui n'était pas la même chaleur, mais étaient toutes deux réelles. « Je savais », a-t-il dit. Pas le mécanisme, pas ce qui a été fait spécifiquement. Mais je savais que l'offre était meilleure qu'elle n'aurait dû l'être, et je n'ai pas demandé pourquoi. Il a soutenu son regard. « Je vous demande de me dire si c'est le genre de chose qui peut être. »« Ça l'a déjà été », a-t-elle dit. C'est à cela qu'ont servi les 14 derniers mois. Il est resté silencieux un moment. Et maintenant, elle a regardé la cuisine, le pain sur l'étagère, laissé par Madame Hartley, qui avait su qu'elle et la nena venait avant qu'elle et la nena n'ait dit à personne qu'elle venait. Le chat, visible par la fenêtre, réinstallé sur le mur du jardin, comme si toute l'affaire avait été un peu moins dramatique qu'elle n'aurait pu l'être. Le romarin le long de la pierre chaude du mur sud, qui n'avait voulu que du temps et les bonnes conditions pour devenir lui-même. Maintenant, a-t-elle dit, je pensais jeter un œil au champ sud. Le sol le long de ce bord a un bon drainage, et l'aspect est orienté à l'est. On pourrait y faire pousser beaucoup de choses avec la bonne attention. Il a de nouveau presque souri. C'était cette fois moins imparfaitement contrôlé. Vous parlez du champ, a-t-il dit. Je parle, a-t-elle dit, du champ. Dehors, la lumière d'avril tombait, longue, chaude et particulière sur le jardin clos. Le genre de lumière qui ne demande rien et ne promet rien, sauf qu'elle reviendra demain si vous êtes là pour l'accueillir. Ce qui est, en fin de compte, la seule promesse qui vaille quelque chose. La fumée de la cheminée de la cuisine et s'élevait dans un ciel qui avait la couleur de quelque chose qui commence plutôt que de quelque chose qui finit. Et le domaine d'Ashford Park s'étendait autour. Toute son histoire compliquée, toute son injustice et son attente et ses possibilités à moitié connues, aussi vivant qu'il l'avait été, quand une femme est arrivée avec 7 penses et une liste dans sa tête et a commencé.